à tous, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette 4e interview réalisée dans le cadre de la chaire Jean Monnet qui se rapporte au conflit commerce-environnement et dont Nicolas de Sadeler en est le titulaire. Alors, dans le prolongement des interviews précédentes, nous allons aujourd'hui aborder la question du pollueur-payeur, mais cette fois-ci sur le plan du droit de l'Union européenne. À cette occasion, j'ai le plaisir à nouveau d'interviewer Nicolas de Sadeler. Bonjour. L'article 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consacre le principe du pollueur-payeur. Ce principe n'y est pas pour autant défini, mais on a déjà vu pourquoi dans une première interview consacrée aux principes généraux du droit de l'environnement. Donc je ne vais pas y revenir. Ma question va être plutôt de savoir, puisque ce principe est inscrit à l'article 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est-ce qu'on peut dire qu'il est contraignant au sein de l'ordre juridique de l'Union européenne, puisqu'on sait que le droit primaire s'impose au droit secondaire? Et s'il est vraiment contraignant, pouvez-vous nous dire alors à l'égard de qui? Oui, mais assurément, il est contraignant dans la mesure où l'article 192, paragraphe 2 est libellé de la manière suivante. La politique de l'environnement de l'Union, qui est une compétence partagée, prend pour base différents principes, dont le principe du pollueur-payeur. En d'autres mots, la politique environnementale et son droit éponyme sont tenus de se conformer aux principes consacrés à l'échelon constitutionnel de l'Union européenne. Partant, les directives, les décisions, les recommandations, les règlements adoptés par les différentes institutions de l'Union, ou le droit national qui s'inscrit dans le prolongement de ces actes d'harmonisation, sont tenus de se conformer au principe du pollueur-payeur. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Second élément de réponse, a priori, les principes s'adressent ici aux institutions de l'Union. Donc ce sont d'un côté le législateur, à savoir le Conseil des ministres et le Parlement européen, ou par ailleurs l'exécutif, à savoir la Commission européenne ou certaines des agences, qui sont tenus d'appliquer le principe dans les différentes actions, dans les différentes politiques qui sont menées. Mais comme on a déjà abordé la question, le droit de l'environnement de l'Union européenne est fortement marqué par le principe de subsidiarité. Les États membres sont appelés à jouer un rôle extrêmement important, étant donné que la politique de l'Union repose sur près de 300 directives, lesquelles doivent être transposées dans l'ordre juridique national, dans des différents types de réglementation. Et il s'ensuit que les États membres, lorsqu'ils mettent en œuvre la directive en matière de déchets ou la directive en matière d'eau ou la directive sur les émissions industrielles, ces États sont tenus d'appliquer aussi ces différentes obligations du droit de l'Union européenne à la lumière des principes consacrés à l'article 192, paragraphe du traité, dont le principe du pollueur-payeur. Partant, il n'est pas possible pour les États membres de mener, à titre d'exemple, une politique fiscale en matière de déchets en faisant fi du principe du pollueur-payeur, quand bien même ce principe ne serait pas consacré dans l'ordre juridique national. Alors on parle ici de droit dérivé. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret d'un tel droit? Oui, peut-être même deux. Revenons aux questions liées à la gestion des déchets. La directive 2008-98 relative aux déchets prévoit à son article 14 que, conformément aux principes que nous abordons aujourd'hui, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur des déchets initiels ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets. Donc, l'imputation des coûts qui n'est pas réglée au jour le jour par la Commission européenne, mais qui va être réglée par une myriade d'autorités locales, régionales, nationales, devra se faire conformément à cette théorie de l'internalisation des externalités négatives. Au second exemple, c'est l'article 9 de la directive 2060 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine des eaux. Cet article est libellé de la façon suivante. Les États membres tiennent compte du principe de la récupération des coûts des services
liées à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts environnementaux, eu égard à une analyse économique, et conformément en particulier au principe du pollueur-payeur. Il en résulte que la politique de tarifs en matière de consommation de l'eau, que ce soit par des individus ou par des industriels, doit se conformer au principe qui est consacré tant par le traité de l'Union que par la directive 2060. Comme je le disais, l'article 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consacre le principe du pollueur-payeur, mais on constate qu'il est aussi repris timidement par le législateur dans certains règlements ou dans certaines directives. Alors est-ce qu'on peut en déduire que les juridictions de l'Union peuvent être amenées à trancher des différends où ce principe est mis en cause? Première observation, c'est que la majorité des directives et des règlements qui ont trait à la protection de l'environnement ne consacrent pas le principe du pollueur-payeur. Donc, on peut le regretter, mais un nombre relativement limité d'actes législatifs à ce jour consacrent ce principe, ce qui peut paraître étonnant, étant donné que les institutions de l'Union doivent se conformer à un tel principe. Seconde observation, étant donné que le principe est consacré à un échelon constitutionnel, tant le tribunal que la Cour de justice de l'Union européenne sont tenus, dans le cas de contentieux en annulation, de vérifier, le cas échéant, si le moyen est soulevé par les parties requérantes, si l'acte se conforme au principe du pollueur-payeur. Bien entendu, le contrôle de légalité de tels actes est relativement difficile, étant donné que le principe est indéterminé, n'est pas précisé. Et dès lors, il est sans doute difficile d'espérer obtenir l'annulation d'un acte de droit secondaire qui serait contraire à ce principe. Mais potentiellement, un moyen fondé sur la violation du principe dans un contentieux d'annulation est envisageable. Peut-être une troisième observation, si vous me permettez. Oui. Dans les contentieux nationaux, il arrive régulièrement que les juridictions nationales viennent à interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne sur la conformité d'un régime fiscal en matière de déchets ou en matière de mise en décharge de déchets ménagers, par exemple, par rapport au principe du pollueur-payeur. Dans plusieurs arrêts, la Cour de justice a apporté des éclaircissements quant à la portée à donner au principe du pollueur-payeur, et donc a fourni aux juges nationaux une boîte à outils en vue de trancher le différend qui leur avait été soumis par les parties. Et dans ces arrêts, on observe que le principe de pollueur-payeur est lié au principe de proportionnalité. Donc chaque personne contribue sans doute différemment à l'impact de la pollution. Et donc ces différences doivent être prises en considération dans les taux retenus par le législateur fiscal. D'après vous, comment est-ce qu'on pourrait qualifier la position adoptée par la Cour de justice dans ces différents arrêts? Est-ce que l'approche jurisprudentielle est plutôt timide ou alors est-ce qu'elle est vraiment révolutionnaire? En matière fiscale, je trouverais que l'approche est relativement timorée, étant donné que la Cour de justice lie l'application du principe du pollueur-payeur au principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité est un des principes généraux les plus fondamentaux de l'ordre juridique de l'Union européenne. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose de révolutionnaire. En revanche, en matière de pollution des sols, en raison d'un déversement accidentel d'hydrocarbures, la Cour de justice a été relativement loin et a adopté des positions, somme toute, assez controversées auprès des États membres. Il s'agit des affaires Van de Waal et Commune de Mesquer. Van de Waal avait trait à une pollution accidentelle par des hydrocarbures dans une station à essence à Forêt, dans la ville de Bruxelles.
l'affaire commune de Mesquer avait trait au déversement accidentel qui s'était produit suite à l'accident de l'Erika le long des côtes bretonnes. Et si vous vous souvenez, un millier de kilomètres de côte avaient été pollués. Donc se posait dans ces deux affaires qui avaient été soumises à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne, la question suivante se posait: était-il possible d'imputer les coûts de l'élimination des déchets qui avaient été déversés accidentellement dans les sols auprès, non pas du propriétaire du navire ou du gérant de la station-service, mais auprès du producteur de déchets. Et ici, les arrêts sont relativement intéressants sur le plan des principes, si vous me permettez. La Cour de justice a jugé que si en principe c'était le propriétaire du navire ou le gérant de la station-service qui devait se voir imposer les coûts de l'élimination des déchets, il était néanmoins possible d'imputer ces coûts auprès des sociétés pétrolières, auprès des sociétés qui avaient mis sur le marché les fioul lourds qui, à cause de l'accident, s'étaient transformés en déchets, à condition qu'on puisse leur imputer une contribution propre dans la chaîne de causalité qui avait entraîné l'accident ou le naufrage de l'Erika. Donc ceci est assez important parce qu'il en résultait que l'imputation ne pouvait se faire qu'auprès du seul gérant de la petite station service à forêt ou auprès du propriétaire de l'Erika qui de toute façon était insolvable. Donc une telle réponse permettait aux victimes, à la commune de Mesquer ou à la région de Bruxelles-Capitale, de pouvoir obtenir une compensation des dommages et intérêts pour les dommages qui avaient été causés par les accidents auprès des sociétés ayant livré les fioul lourds. Et à cela, il faut ajouter que la Cour de justice a pris le soin de justifier son raisonnement à l'aune du principe du pollueur-payeur. Permettez-moi que je vous cite l'extrait. L'application de ce principe serait mise en échec si des personnes qui sont à l'origine des déchets, qu'elles en soient détentrices ou anciennes détentrices, ou encore productrices du produit générateur des déchets, devaient échapper à leurs obligations financières telles que prévues par cette directive. Donc, cette jurisprudence a été fortement critiquée par un grand nombre d'États. Elle a conduit à ce que l'on revoie la directive sur les déchets, à ce qu'on atténue sa portée. Dès lors, on est confronté à deux types de situations. Je dirais sur un plan fiscal, une jurisprudence peut-être plus timorée. Sur le plan de la décontamination des sols, là manifestement, la Cour s'est appuyée à interpréter largement le principe consacré dans la directive sur les déchets pour donner lieu à une interprétation qu'on pourrait qualifier de relativement audacieuse. Merci beaucoup Nicolas de Sadeler pour la clarté de vos propos. C'est ici que se termine cette 4e interview consacrée au principe du pollueur-payeur. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle interview qui portera sur un second principe. Il s'agira du principe de prévention. Si vous souhaitez davantage d'informations au sujet du principe du pollueur-payeur, eh bien, je vous rappelle que de nombreux textes sont disponibles en différentes langues sur le site internet de la chaire Jean Monnet, Trade versus Environment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.